L'auto-immunité est un mode de défense, inflammation chronique qui tente d'éliminer une inflammation induite le plus souvent par un virus, une bactérie, une dénaturation cellulaire, donc destruction lente lorsqu'on a échoué à l'élimination brutale et définitive d'un intrus. L'auto-immunité est une baisse de tolérance, donc une inflammation chronique, une absence de maîtrise par les T régulateurs. Ils peuvent être trop peu nombreux ou inactivés. Deux possibilités, on augmente les T régulateurs, mais là vous baissez l'immunité au risque d'accroître encore le risque tumoral, ou au contraire, vous baissez l'inflammation et l'infection. Je préfère de loin baisser l'infection et la cause première pour récupérer ultérieurement le TH1. Donc cette baisse de T régulateurs est somme toute appréciable. Deux exemples caractéristiques, le psoriasis, la sclérose en plaques. L'auto-immunité, c'est donc la destruction des cellules du soi, le plus souvent associée à un excès de lymphocytes cytotoxiques T helper de type 17. Les grands exemples, thyroïdite, diabète de type 1, sclérose en plaques, psoriasis, on pourrait rajouter polyarthrite, etc. Une autre modalité un petit peu plus rare, l'auto-immunité basée sur des anticorps. On va avoir des anticorps synthétisés en grande quantité mais spécifiques de récepteurs. Ces anticorps vont se coller au récepteur, soit le stimuler, soit le bloquer. Lorsqu'ils stimulent, c'est l'hyperthyroïdie, la maladie de base d'eau. Lorsqu'ils bloquent, c'est la myasthénie, la paralysie du muscle. On a un troisième mécanisme possible, les complexes antigènes-anticorps. Il faut que l'antigène puisse circuler au niveau du sang et les complexes vont se déposer dans les vaisseaux, induire des vascularites et provoquer des mécanismes plus ou moins inflammatoires dans les différents tissus, le foie, le rein, les articulations, le cerveau. Dans l'ensemble, il existe une baisse de tolérance avec pas une destruction forcément, mais une diminution des T régulateurs et donc une diplomatie insuffisante pour contrôler l'inflammation. Le plus souvent, il existe une infection chronique et le virus est la cause principale de cette inflammation chronique. Le schéma classique que l'on retrouve dans les livres médicaux consiste à la destruction de tissus infectés en très petite quantité, la présentation à la fois d'un fragment des tissus mais d'un fragment du virus par exemple, à un lymphocyte T qui va synthétiser de l'interféron, amplifier l'activation de toute une série de globules blancs et ces globules blancs vont finalement stimuler des cellules capables de tuer toutes les muqueuses ou tous les tissus infectés par le virus au lieu de le laisser tranquille. Donc au lieu de tolérer une flore soit bactérienne soit virale, ces cellules vont tenter de tout détruire, quitte à détruire l'organe lui-même. Donc ça, c'est la voie cellulaire, de loin la plus fréquente. On peut avoir la voie par les anticorps et les lymphocytes B, ou dans ce cas, on peut avoir non pas une destruction, mais une hyperactivation lors du contact entre l'anticorps et le récepteur. Cette atteinte des tissus passe le plus souvent par une infection virale, parfois par une infection bactérienne intracellulaire ou un décapage de surface par des bactéries qui possèdent des enzymes et qui découpent les surfaces des cellules. Donc l'un des exemples, c'est Propionibacterium, une bactérie qui va concerner le psoriasis et qui est responsable de l'acné. On retrouve parfois un terrain génétique prédisposant avec ce marqueur de surface des globules blancs qu'on appelle le HLA. Vous avez donc ici différentes pathologies dont on retrouve des susceptibilités génétiques. La baisse des T régulateurs s'explique en général par une dysbiose et donc une origine digestive, comme nous avons déjà eu l'occasion de l'expliquer. Parfois, il existe des antigènes croisés entre une bactérie
et un de nos tissus. L'exemple caractéristique est le streptocoque buccal qui, par une angine, peut donner une endocardite, donc une atteinte des valves cardiaques. Mais on a aussi d'autres exemples, comme un antigène alimentaire, le gluten et la maladie cœliaque, ou la maladie de Lyme, avec la production d'un anticorps anti-anticorps par une réaction croisée. Donc la bactérie ressemble à un de nos anticorps. Ça crée une réaction en cascade. Le TH17 est souvent une pathologie disséminée. Il s'agit très rarement d'une atteinte spécifique articulaire. On va avoir des associations, par exemple ici, la thyroïdite, la maladie parodontale. Dans toutes ces atteintes auto-immunes, il existe un découpage de l'acide hyaluronique, c'est-à-dire de ce tissu visqueux fluide qui occupe tous les fluides de notre organisme. Ce découpage va être la résultante des effets de nos lymphocytes ou de nos bactéries et va amplifier la réaction inflammatoire. Deux exemples. Tout d'abord le psoriasis, qui est la perte de tolérance vis-à-vis du microbiote cutané. Les études récentes ont montré qu'il existe plus de Propionibacterium à la surface de la peau et que nos lymphocytes T de type 17 vont s'attaquer aux cellules cutanées infectées par Propionibacterium. En parallèle, et c'est logique puisque Propionibacterium occupe également la bouche, vous aurez une réaction buccale importante, avec une perte de tolérance également vis-à-vis des muqueuses. On retrouve ici en vert l'expansion plus importante des Firmicutes et du Propionibacterium chez les patients porteurs de psoriasis. Le Propionibacterium est impliqué, il va exister également au niveau buccal, mais également il va descendre dans l'œsophage, l'estomac, il va pouvoir refluer dans les voies biliaires, ce qui explique probablement un risque accru d'inflammation au niveau de la vésicule biliaire, au niveau des voies biliaires. Donc là, on voit bien que c'est une attaque générale avec une perte de tolérance à tous les endroits où peut se trouver ce différent microbiote. On va avoir plus souvent une inflammation hépatique avec de la graisse dans le foie. Et lorsqu'il y a découpage d'acide hyaluronique, les petits fragments d'acide hyaluronique vont servir de matrice à la cristallisation d'acide urique. Ces petits cristaux impliqués dans les crises de gouttes et qui créent beaucoup d'inflammation. Donc cet acide urique augmenté va précipiter au niveau articulaire, d'où le lien psoriasis-douleur articulaire, mais aussi au niveau des tissus découpés, avec afflux des globules blancs qui veulent faire le nettoyage et qui vont encore aggraver les dégâts. Le psoriasis, c'est une maladie auto-immune, il y a une baisse d'immunité, on a très souvent un herpès virus associé, le cytomégalovirus. C'est associé également à une baisse de l'interféron gamma, encore lui, qui est toujours, je dirais, incriminé dans ces déficits immunitaires. Le psoriasis, c'est une baisse d'immunité. Toutes les auto-immunités sont associées à un risque accru de cancer. Dans ces grandes cohortes de niveau national, avec des suivis sur plusieurs années, voire dizaines d'années, on s'aperçoit bien qu'il y a une élévation considérable du risque de cancer, multiplié par 50% pour tous les cancers, par plus de 50% pour le côlon, la vessie, le rein, par 80% pour les lymphomes et par 220% pour le pancréas. Dans notre étude suédoise, on a toute une palette de cancers également très augmentée chez les patients atteints de psoriasis. Donc attention, le psoriasis découpe les tissus. C'est une baisse de tolérance contre ce biote cutané simple qui est le biote de l'acné. Il augmente l'acide urique, détruit les tissus. En revanche, lorsque l'organisme est épuisé, l'acide urique s'épuise, la réaction s'épuise, et là, le Propionibacterium et la flore associée vont pouvoir découper les tissus profonds et les nerfs. Il existe donc un lien très important entre
psoriasis et neurodégénérescence, psoriasis et maladie de Parkinson, et d'autant plus élevé que vous avez des virus immunosuppresseurs associés. Voilà ce que ça peut donner avec deux types de maladies, psoriasis lichen, le psoriasis acide urique élevé, lichen acide urique bas, encore un risque supérieur de Parkinson. C'était le premier exemple de maladie auto-immune avec baisse de tolérance. Le deuxième exemple, c'est la sclérose en plaques. La sclérose en plaques, encore une infection chronique dont on ne peut pas se débarrasser, c'est l'infection au virus d'Epstein-Barr. Un herpès virus qui va infecter de façon chronique nos muqueuses, nos lymphocytes B, la paroi des veines et dont on ne peut pas se débarrasser. C'est un virus herpétique impliqué dans la sclérose en plaques, impliqué dans de nombreux cancers, qui va s'intégrer partiellement au génome. Il est particulièrement dangereux, il est nécessaire de le maîtriser. Aucune sclérose en plaques n'est possible sans infection par EBV. C'est désormais admis. Plus vous réagissez violemment contre l'EBV, plus l'EBV s'est étendu dans votre corps, plus vous avez un risque élevé de maladie auto-immune et sclérose en plaques. Le taux d'anticorps vous indique le risque de sclérose en plaques x 10 lorsque vous avez un taux élevé, par rapport à l'anormal lorsque vous avez un taux faible. Donc plus vous êtes en quelque sorte habité, contaminé par l'EBV de façon chronique, plus vous avez un risque de pousser. Plus vous avez des cellules qui détruisent tôt ces cellules infectées par EBV, et ces cellules sont toutes CD8 positives, ce sont des lymphocytes cytotoxiques spécifiques. Si vous avez un taux élevé de ces CD8, vous ne ferez pas de maladie puisque l'EBV n'aura pas atteint les veines de votre cerveau. Si vous avez beaucoup de vitamine D, de la même façon, ce taux qui dépend de la vitamine D vous préservera de cette maladie auto-immune. En revanche, vous avez un taux bas au départ, vous avez une génétique qui favorise le vieillissement rapide, vous avez ici une carence en vitamine D, vous avez un risque élevé de développer une maladie auto-immune vasculaire cérébrale, ça s'appelle la sclérose en plaques. Comment est-ce que ça fonctionne? Au départ, vous faites une petite infection, et puis vous répétez cette infection sous la forme d'angine banale, régulièrement. Vous n'y faites pas attention, vous ne stimulez pas votre immunité, vous ne prenez pas de vitamine D, le virus s'étend de proche en proche et va gagner l'organe cible, c'est-à-dire en l'occurrence vos méninges et les veines du cerveau. Une fois que c'est dans les veines du cerveau, si vous avez un microbiote qui est hyper stimulé par une dysbiose, vous avez au niveau digestif de l'estomac et du début du grêle énormément d'Epstein-Barr. Vous allez donc aboutir à énormément de TH17. On a vu que la dysbiose amenait la production de TH17 au niveau digestif. Ça va circuler, vous avez des TH17 anti-EBV qui vont gagner le cerveau. Or, au niveau du cerveau, vous avez un virus qui attend paisiblement et qui ne demandait rien à personne. Vous avez déclenché la guerre, tant pis pour vous. Votre dysbiose a créé la bataille contre un virus dormant. Pas de chance. Et vous déclencherez cette réaction auto-immune, d'autant plus que vous aurez une flore extrêmement stimulante. C'est une flore qui va créer une graisse inflammatoire. On en a déjà parlé. Si vous avez ce récepteur Minkels, vous aurez une inflammation de votre graisse viscérale et vous ferez beaucoup de TH17. Donc encore une fois, la dysbiose vous prédispose, vous pouvez prévoir, donc vous pouvez prévenir la maladie auto-immune. En conclusion, qui dit auto-immunité dit infection chronique, vous devez la chercher. C'est un virus herpétique jusqu'à preuve du contraire, ça peut éventuellement être un papillomavirus en cas de lichen. Vous avez une dysbiose inflammatoire qui génère des TH17, vous devez contrôler cette dysbiose, en particulier si vous suspectez une graisse viscérale inflammée. Vous devez rechercher Propionibacterium sur la peau, on utilise une petite lampe UV, c'est simplissime.
Si vous avez un doute sur l'ampleur de l'inflammation et de la destruction, dosez l'acide hyaluronique, l'acide urique. Le foie vous indique également le degré d'inflammation, c'est le fibroscan. Conduite à tenir, vous traitez les causes infectieuses. Vous ne stimulez pas l'immunité, s'il vous plaît, c'est jeter de l'huile sur le feu. Vous abaissez d'abord la bagarre, vous amenez les diplomates, et seulement après, lorsque vous aurez supprimé les infections, vous récupérerez cette fonction TH1 doucement, basée sur l'interféron.